L'artiste 3D Neon Dazer a imaginé ces bottes de Hulk ultra stylées bien qu'un brin voyantes, qu'on peut d'ailleurs obtenir tout à fait naturellement en suivant 3 étapes. On commence avec une petite Yannick Noah, marcher pieds nus en plein centre-ville, on enchaîne avec 3 heures de bachata dans un pédiluve d'un aqua boulevard en plein mois d'août, et on termine avec un petit bain de pied relaxant dans n'importe quelle toilette turque publique. Non, la vraie question c'est quand est-ce que vous allez inventer un slip de Hulk sur le même principe. Mon beau-frère me confiait qu'il est de plus en plus frileux en vieillissant, il supporte mal de devoir se foutre une canette de Monster dans le boxeur à chaque fois qu'il va à la plage. Une fois, il m'a même volé un paquet de farine en guise de remplacement. Malheureusement, ça avait éclaté. Il avait son mini Drax, le Zobstructeur, qui ressemblait à un mauvais cosplay de Pierre Palmade. Ici votre fidèle Commis des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 387e JT Comics et apparemment être dealer de drogue, ça ne paie plus puisque même le plus grand d'entre eux, Heisenberg, se met à faire comme certaines influenceuses et vendre ses sous-vêtements en ligne, son slip, celui qui est porté dans le tout premier épisode de Breaking Bad. Pour l'instant l'enchère est à 7000 balles et vu l'effet de la méthamphétamine sur le système digestif, j'ai presque envie qu'on fasse une campagne de prévention où un cristal bleu viendrait dire au slip blanc « Je suis le danger », mais passons plutôt aux news de la semaine. On m'a pris pour un Kang. Bon, j'ai vu Ant-Man 3, j'ai terminé Quantum Maniaco-Dépressif et il me serait impossible de vous expliquer ma déception sans spoiler le film, donc je vous laisse prendre la barre de défilement YouTube et naviguer vers la news suivante si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous ne souhaitez pas être spoilé. Bon, déjà ma critique sera d'autant plus subjective puisque même dans les comics, je ne suis pas le meilleur client pour les antagonistes à la Kang et tous les délires multiversiels. Je préfère les menaces beaucoup plus terre à terre et c'est là que je pense que le DCU a une carte à jouer en nous offrant ses meilleurs héros de la rue, Nightwing et autres. Mais bon, bref, là, on finit la phase 4 avec un très très bon Namor, bien réinventé pour le MCU dans Black Panther 2. On nous promet un Kang surpuissant, successeur de Thanos, et je dois avouer que cette version de Kang dans Ant-Man m'a déçu, surtout si on la compare à celle qu'on aperçoit à peine dans les scènes post-génériques. Immortus, le Kang qui a su s'assagir, abandonner ses velléités, vivre en dehors du temps et devenir un gardien plutôt bénéfique de toutes les chronologie. On a aussi Ramatout, le Kang piégé en Égypte antique qui devient pharaon, qui a rencontré les 4 fantastiques et qui a même fait une Nabila à Adam Warlock. Et puis on a peut-être le Kang le plus métafictionnel relié directement à l'histoire des comics même, Victor Timely, Timely pour Timely Comics, l'ancêtre de Marvel, qui devrait d'ailleurs avoir une place prépondérante dans la saison 2 de Loki et qui est en fait le Kang qui s'est fait botter le cul par les Vengeurs, le tout premier, qui s'est exilé dans les années 20 où il est devenu grâce à son savoir technologique du XXe siècle, l'inventeur qui a façonné les technologies qui feront tous les super-héros de Marvel Comics, à commencer par le tout premier d'entre eux, la première torche humaine. Donc avec toutes ces potentialités, j'ai juste l'impression d'avoir vu un mauvais prélude, avec des scènes certes sympathiques, comme celle où tous les Scott Lang coopèrent comme des fourmis quand ils réalisent l'amour qu'ils ont tous pour leur fille Cassie, mais sinon il n'y a pas ce qui me fait pour moi l'essence d'un Ant-Man, à savoir un vrai braco, déjà, et puis peut-être des scènes avec des changements de taille et des changements de perspective. Là, il y a plus de changements de taille dans le caleçon de Bucky et de Captain America dans n'importe quelle fanfiction écrite par un adolescent de 12 ans. C'est un petit peu dommage. Et aussi, j'ai beau être assez d'accord avec le fait que nous autres, les êtres humains, on n'apprend jamais vraiment rien, mais là, s'il y a bien un héros qui ne bouge absolument pas entre le début et la fin, c'est toujours le même mec qui sifflote dans la rue en n'ayant pas été marqué par les événements qui viennent de lui arriver, contrairement à ce qu'on a pu voir entre Avengers Infinity War et Avengers Endgame, où tous les héros sont profondément marqués. Là, il n'y a aucun voyage du héros pour Scott. Eh bien, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il apprenne. C'est assez frustrant. Donc un Kang en demi-molle qui ressemble finalement à tous les vilains assez basiques, bourré d'ego, de soif de conquête, jusqu'à ce qu'on comprenne les vraies raisons de sa croisade, son exil, mais ça arrive beaucoup trop tard dans le film. Donc je laisse me dire ce que vous avez pensé de ce Ant-Man 3, formidable ou formidable. Ciné futur. Et puis dans le reste de l'actu ciné, sans aucune main droite rouge et destructrice, eh bien après le père Castor, voici venu le père Cameron, James, qui après avoir souvent bavé sur les films de héros et souvent sur les films Marvel, beaucoup aussi à cause des journalistes parce que c'est devenu une forme de tradition, et bien là, il déclare que Thanos a peut-être finalement raison, sa réponse à la surpopulation terrienne est viable. Donc Cameron adhère à des théories malthusianistes, mais il déclare que évidemment, on n'est jamais d'accord pour être dans la moitié qui doit disparaître. Évidemment mon con, et d'ailleurs en parlant de disparition, il en place une pour son ex-femme, Catherine
Bigelow, hein, qui a réalisé le film Des mineurs. Il a déclaré que ça serait cool d'avoir une femme qui réalise un blockbuster d'action où il y a un héros masculin, genre Batman par exemple. On a aussi droit à un poster pour The Marvels, dont la sortie a été décalée au 10 novembre prochain, avec les 3 héroïnes, hein, et alors il y aurait beaucoup d'explications à faire aux urgences si jamais leur pouvoir cessait de fonctionner. Paf, 3 poupées russes. Feige a aussi déclaré que Moon Knight avait un futur chez Marvel Studios. Bah oui, on s'en doutait un petit peu, mais c'est cool de l'apprendre. En parlant de futur, hein, la saison 2 d'X-Men, la série animée, la suite de celle d'il y a 30 ans, est déjà dans les tuyaux en production, alors qu'on ne sait même pas quand est-ce que sortira la saison 1, si ce n'est avant la fin 2023. Hein, et puis un projet qui semble avoir autant de futur que la reconversion de Marc Dutroux en nounou, c'est celui de J.J. Abrams pour la Justice League Dark. Malheureusement, j'espère qu'on verra quand même Constantine dans le DCU, il n'y a pas trop à douter normalement. Mais en revanche, ça fait beaucoup suer du sif tous ceux qui étaient déjà fans du Superman de J.J. Abrams écrit par Ta-Nehisi Coates. Lui, il semble un petit peu reconfiguré par James Gunn, on va dire. Hellboy, rouge écrevisse, un petit peu bougon, la queue à l'air, hein. Jamais un héros de comics n'a eu autant de points communs avec un touriste hollandais en plein été au Cap d'Agde. D'ailleurs, je pourrais lire les aventures de ce dernier si elles étaient dessinées par monsieur Mike Mignola. Hellboy va avoir droit à une nouvelle incursion au cinéma, un reboot, un film d'horreur folklorique rated R, donc interdit aux mineurs non accompagnés de moins de 17 ans, coécrit entre Christopher Golden et Mike Mignola, le créateur, le papa d'Hellboy, réalisé par Brian Taylor, l'homme qui m'a montré à quoi ressemblait le Ghost Rider en train de pisser, une scène que je recommande à tous les profs de biologie s'ils veulent expliquer les symptômes de la gonorrhée. Ça s'intitulera The Crooked Man, comme par hasard c'est la même chose que 3 chapitres d'Hellboy parus en 2008 par Mike Mignola au scénario, dessiné par monsieur Richard Corben. Hein, ça raconte comment Hellboy débarque dans les Appalaches américaines et comment il va devoir libérer d'une drôle de malédiction quelqu'un, hein, je vous en dis pas plus, hein, mais c'est tout ce que j'aime chez Hellboy, hein, le Hellboy qui arrive, qui est un petit peu spectateur, qui fait des rencontres, hein, notamment un homme capable de briser la malédiction, hein, des boules de sorcières, et ça n'a rien à voir avec Amanda Lear qui jouera à poil à Hogwarts Legacy. Non, ça s'inspire du folklore américain, des tout premiers immigrants venus coloniser le territoire, de certains héros de la littérature, comme le Silver John de Manly Maid Wellman. Hein, c'est clairement sublime, c'est très très beau. On avait même eu droit à une suite 12 ans plus tard, à base de précognitifs. Donc après 2 Hellboy par Guillermo del Toro, qui était très bon, mais finalement très éloigné du Hellboy dans les comics, c'est même pas moi qui le dis, c'est Mike Mignola en personne, après une tentative de raviver la flamme avec un film qui pêchait surtout par sa portée beaucoup trop ambitieuse, et bien on espère que cette fois sera la bonne. Hein. Moi j'ai toujours dit qu'un petit film Hellboy avec un petit budget folklorique, l'horreur folklorique, c'est parfait pour lui. À la The Witch, ça serait parfait. Très bien que ça soit rated R, hein. Et d'ailleurs, il ne faudra pas se louper non plus sur l'autre bébé du début des années 90, Spawn, hein, puisque le créateur Todd McFarlane nous explique que Jamie Foxx est toujours aussi brûlant et qu'il aime peut-être plus Spawn que lui, hein, Todd McFarlane, ainsi que les scénaristes du film veulent un film rated R, interdit aux mineurs non accompagnés de moins de 17 ans, mais que peut-être que le studio en souhaitera autrement, hein, donc résistance. La source. De quoi sera fait le pain sur les planches de nos comics préférés de demain? Eh bien, sachez que Marvel continue de collaborer avec l'artiste Taboo des Black Eyed Peas, à ne pas confondre avec Felipe Rose des Village People. C'est différent. En attendant, l'artiste viendra coécrire avec B. Earl un comics sur Daredevil et Echo. Hein, ça vient savonner la planche pour les futures séries sur Disney+, Born Again et Echo, et on verra les deux collaborer, hein, pour essayer de résoudre le mystère de la disparition d'enfants à Hell's Kitchen. Ça sera illustré par Phil Noto. Hein. Chez DC, on dirait que le date de Saint-Valentin du Joker s'est passé exactement comme prévu, puisque il est inconscient dans les égouts de Gotham City, il se réveille et il est associé avec Solomon Grundy. Il découvre d'ailleurs qu'ils ne sont pas les seuls à résider dans les égouts. Il y a aussi Killer Croc, contre lequel ils vont être opposés apparemment. On va voir s'ils vont s'en sortir et si le niveau 2, ça sera de venir affronter les rats d'égout de Marseille, hein, sur lesquels vous pouvez passer votre galopette si vous arrivez à trouver une salle assez grande pour eux. En attendant, le Joker est en mode sidekick en ce moment, puisque John McCrea vient revisiter une couverture iconique de Carmine Infantino où on remplace Robin par le Joker, hein, qui soit se prend pour tort, soit vient de décrocher un stage, c'est Monsieur Bricolage. Pour mes fans d'analyse, de vieux comics et de dissection, sachez qu'après avoir fait les grenouilles au collège, vous allez pouvoir vous régaler sur une araignée grâce à Chip Kid qui va
après avoir fait la même chose sur les Fantastic Four, ça sera sur le même modèle d'ailleurs, disséquer case par case le Amazing Fantasy numéro 15, la première apparition de Spider-Man, ainsi que le tout premier Amazing Spider-Man. Ça devrait ravir les puristes, et puis on reste dans les personnages orientés adultes chez DC avec le Peacemaker qui aura droit à 6 chapitres d'une mini-série Peacemaker Tries Hard chez le DC Black Label, donc le label un petit peu plus mature, et vous n'avez pas le droit de montrer les tubs. Je le dis quand même. Et après avoir quitté la Suicide Squad, le personnage va essayer de faire comme tous les super-héros basiques, classiques on va dire, sauf que bon, il est pas très bon pour ça. D'ailleurs, ses ennemis s'en moquent, mais il va découvrir l'amour inconditionnel, celui d'un chien, sauf que quand ce chien va être enlevé par un super vilain, et bien là, tout peut partir en couille à la John Wick. On reste dans les trucs d'adultes avec Garth Ennis qui sera d'ailleurs présent, et j'aurai l'honneur d'animer le panel sur sa carrière les 15 et 16 avril prochains à Paris, au Paris Fan Festival, qui a une artiste allée digne d'une New York Comic Con à la française, Timothy Zahn, Xermanico, Mike Perkins, Ramvi, Rachel Stott, Alexis Briclot, Alvaro Martinez Bueno, Pepe Larraz, Mamma Mia, Miguel Mendoza, Javier Fernandez aussi, qui est le mari de Belen Ortega, j'espère qu'ils voyageront en couple. Mais revenons à Garth Ennis, co-créateur de Preacher, de The Boys, qui vous le savez adore les récits de guerre et qui va remettre une pièce dans la machine de la franchise Battle Action. C'était un comic book des années 70 qui faisait polémique à cause de ses anti-héros. Et bien là, il revient pour les Britanniques de chez 2000 AD et Rebellion. Ça avait été créé par John Wagner qui va revenir écrire un récit de guerre à cette occasion. Il y aura Garth Ennis, il y aura Dan Abnett, il y aura Torunn Grønbekk. Et niveau artiste, on est servi aussi, puisqu'on aura droit à du Chris Burnham, à du Phil Winslade ou encore à du PJ Holden. Donc si vous aimez la guerre, ça devrait vous donner envie de faire l'amour. Puis imaginez si vous appreniez que Chantal Goya elle est tournée dans un vieux gonzo avec option bukake. C'est un petit peu l'effet que ça fait d'entendre que Monsieur Calvin et Hobbes, le créateur, Bill Watterson, allait revenir pour une fable pour adultes. Rien à voir avec du porno, Chantal Goya non plus, laissez-la en dehors de ses affaires. Mais ça sera The Mysteries avec John Cash et ça racontera comment un mal assez mystérieux, comme son nom l'indique, s'empare d'un royaume, un roi envoie tous ses soldats et quelques années plus tard, eh bien, il n'en revient qu'un seul, il est mal en point. Pour l'instant, les images qu'on voit ressemblent plus au travail de Cash, donc peut-être que Bill Watterson n'est qu'à l'écriture, mais on nous dit qu'ils ont quand même collaboré sur les illustrations assez étroitement, et donc il me tarde déjà d'en savoir plus sur la nature de cette collaboration, et puis il me tarde d'être en octobre prochain pour avoir cet ouvrage dans mes mains. On se fait miquer. Aïe 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 aïe, la souris qui se veut progressiste vient sûrement de condamner l'intégralité de l'excellente série La jeunesse de Picsou de Don Rosa en faisant interdire la publication de son chapitre 11 sur 12. Ça c'est l'œuvre maîtresse de Don Rosa qui vient donner un fil rouge et un fond intelligent à toute la vie de l'oncle Picsou. On sait pourquoi est-ce qu'il devient ce vieux con aigri obsédé par sa thune. C'est l'un des meilleurs récits consacrés au canard, valable aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et putain, Disney, putain, ils interdisent aussi The Dream of a Lifetime, un genre de récit à la Inception où les Raptous viennent s'infiltrer dans les rêves de Picsou pour pouvoir lui voler son argent, ses possessions. Don Rosa partage un bout du mail de Disney qui vient le prévenir, qui invoque la diversité, l'inclusion, sans jamais expliquer ce qui cloche dans les histoires concernées, dont le point commun pourrait être Bombi le zombie, un personnage de Karl Barks qui venait poursuivre Picsou, du coup Donald, parce qu'il ressemble à Picsou plus jeune, puisque dans sa jeunesse, justement, bien Picsou avait fait illégalement chasser les habitants d'un village en Afrique pour leur voler leur terre, c'est Bolloré avec des plumes. Mais ce zombie n'est pas un cliché raciste, orientaliste pour l'époque, au contraire c'est même un zombie plutôt original, donc inspiré de la magie vaudou, importée en Haïti par les premiers esclaves africains, et on le voit qui ne cherche pas à manger la chair du canard, il veut pas se faire un magret, non, lui il veut faire rapetisser Picsou à la taille d'un rat, c'est très symbolique. Il n'est pas effrayant, et sous les traits de Karl Barks il est même presque sympathique, il est vêtu d'habits un petit peu en lambeaux, qui sert de représentation surtout de la condition afro-américaine dans la société de 1949, à l'époque où il revenait de s'être battu contre les nazis, quand le frère de Walt Disney avait rencontré Goebbels pour faire la promo de Blanche-Neige, qui avait cartonné d'ailleurs en Allemagne nazie, et quand, mine de rien, Walt Disney avait rencontré la cinéaste du Troisième Reich, Leni Riefenstahl, et juste après les horribles nuits de cristal, il a fallu attendre quand même l'attaque de Pearl Harbor pour avoir un engagement beaucoup plus clair contre les nazis de la part de Walt Disney, et pourtant ça ne nous viendrait pas à l'idée à la lumière de cette ambiguïté de boycotter tout ce que fait Disney et surtout tout ce que détient Disney aujourd'hui. Et du coup c'est complètement con de venir pénaliser la jeunesse de Picsou et Don Rosa qui a fait de Bombi le zombie un symbole
du manque de conscience, de la disparition même de la conscience de Picsou, qui n'hésite pas à basculer dans le monde criminel et qui perd même sa famille et qui devient aigri et condamné à l'exil comme ça. Là où c'est plus emmerdant, il faut bien l'avouer, c'est quand Karl Barks représente la tribu africaine, d'où est issu le sorcier qui crée Bambi, où là c'est vraiment le cliché du noir sauvage, même s'il rajoute un petit élément de cupidité assez intéressant. En revanche, il n'y a rien de cela qui est présent chez Don Rosa, qui fait de Bambi un fantôme venant hanter un Picsou qui cherche à faire des affaires partout où il peut les faire, même sur le Titanic, dont Bambi cause le naufrage, c'est la magie de Don Rosa, donc c'est complètement con, ça va favoriser la spéculation sur ce chapitre 11 et sur les autres histoires, c'est complètement dégueulasse. Il aurait peut-être mieux valu, surtout venant de la part d'une des sociétés les plus riches au monde, portée sur l'inclusion et la diversité, remettre ces histoires en contexte avec 2 ou 3 pages éditoriales en plus, plutôt que de les faire tout simplement disparaître. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Lisez, et cette semaine je vous prépare un nouveau format d'émission, on va peut-être parler de ce que je lis justement, mais je vous en redirai plus dans les prochains jours, donc je vous laisse me dire en revanche ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu, merci d'être toujours aussi nombreux à le regarder, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, j'essaye de lire tous les commentaires de ceux qui réagissent sur YouTube, n'hésitez pas d'ailleurs, j'essaie de répondre au plus grand nombre d'entre vous aussi sur les réseaux sociaux, c'est là où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo tous les mardis, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Là, le film Cocaine Bear a défié le Ghostface de Scream 6 en disant « Je suis un ours sous cocaïne et ce n'est qu'un type dans un masque ». Le dernier à avoir fait ça, c'est Snoop Dogg, on sait très bien ce que ça a donné, donc on devrait très vite avoir un nouveau Scary Movie un petit peu plus survolté.